Donc, bonjour à tous, bienvenue à cet entretien droit et santé consacré aux violences gynécologiques en proposant un regard croisé France-Québec. Et nous allons donc tout d'abord donner la parole à Perrine Millet. C'est à vous, Perrine. Merci beaucoup, Lydia. Je suis vraiment ravie de participer à cet entretien. Je vous remercie d'autant plus que nous nous connaissions, puisque alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, pour l'instant, on a juste de belles roses. Voilà, on a votre écran. Voilà. Est-ce que là, vous l'avez en grand? On l'a en grand, c'est bon. C'est parfait. Voilà. Et donc, merci infiniment, Lydia. Je vous remercie une deuxième fois d'être intervenue dans le diplôme que, effectivement, j'ai coordonné et initié il y a quelques années. Et mon regard est le regard d'une clinicienne, bien sûr. Et je vais d'abord dire d'où je parle, puisque quand même, il faut quand même préciser. Donc, j'ai été formée à Paris et j'avais une culture transdisciplinaire. Et très vite, je me suis posé des questions sur ce qui se passait dans les soins, avec des choses qui me choquaient sur, à l'époque, on ne montrait pas les bébés décédés ou les bébés des interruptions médicales de grossesse aux mamans, on médicalisait plein pot. Voilà. Et en plus, à l'époque, bien sûr que personne de mes seniors ne m'avait appris à demander un consentement, ce qui a fait que très jeune géo en remplacement, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir violé une jeune femme qui venait renouveler sa pilule à 25 ans et à qui je n'avais pas demandé si elle avait déjà eu des rapports. Et devant la difficulté de l'examen, je lui ai posé enfin la question. Et quand elle m'a répondu non, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir violé cette jeune femme, ou en tout cas une tentative de viol. Qu'est-ce qui a fait que j'ai monté ce diplôme? C'est que très rapidement, je me suis rendu compte que 3 femmes sur 4, l'examen clinique que je pratiquais, les femmes faisaient un retour assez tranquille en me disant que c'était facile, et il y avait une femme sur 4 pour lequel l'examen était très difficile. Et donc j'ai commencé à poser des questions et j'ai posé des questions sur tous les types de violences. Le gouffre s'est ouvert sous mes pieds sur les violences sexuelles, les violences tout type, hein, émotionnelles, physiques, sexuelles. Et quand je ne retrouvais rien, j'ai fini par poser des questions sur les violences du soin. Et j'ai aussi découvert les violences du soin, les premières visites ou des visites gynéco ou des paroles ou des… Voilà. Et du coup, j'ai posé des questions aux patientes dès que j'avais sur l'examen clinique quelque chose qui me choquait. Alors, les violences gynéco-obstétricales, il faut les voir aussi sous l'angle sociologique. C'est une construction sociale, c'est pas nouveau. Le fait qu'elles soient déviantes et répréhensibles, condamnables aujourd'hui, ça date déjà, hein. La première fois qu'on a utilisé le terme de violence obstétricale, c'est une sage-femme qui l'a utilisé dans un article américain avec des retours énormes à l'époque. Et puis, les femmes ont acquis leurs droits sexuels et reproductifs. Donc, les jeunes femmes, maintenant, ne se rendent plus compte, mais c'était quand même extraordinaire, la grande révolution pour moi du XXe siècle. Et puis, il y a déjà eu, dès les années 80, ce petit bouquin de Françoise Morin sur petit, je ne vois plus le titre parce que j'arrive plus à faire mon truc, mais voilà. Et la péridurale, bien sûr, a permis aussi aux femmes en salle d'accouchement de se rendre compte d'un certain nombre de choses, puisque toutes n'avaient pas de péridurale. Moi, j'ai connu les salles d'accouchement sans péridurale, mais quand les femmes sont soumises à la violence et la douleur de l'accouchement, pas toutes, mais quand même l'ensemble des femmes, c'est beaucoup plus difficile d'identifier ce qui se passe dans la relation. Alors, l'histoire contemporaine du sujet des violences, on va passer très vite, mais il faut savoir quand même qu'en Amérique du Sud, c'était au Venezuela, dès 2007, c'est une infraction.
Et puis en France, il y a eu un blog qui est sorti de Marie-Hélène Lahaye en 2014. Il y a eu l'Institut de recherche et d'action sur la santé des femmes qui maintenant s'appelle le CIVOG. Et puis il y a une première émission sur France Culture en 2015. C'est là que j'ai commencé à travailler sur les violences de façon contemporaine, mais tout à fait synchrone et sans lien réel. Et puis, alors, je souligne la question du synchronisme entre la dénonciation des violences faites aux femmes en 2017 et la dénonciation des violences obstétricales, puisque c'est exactement au même moment que Marlène Schiappa, en juillet 2017, a demandé le rapport du HCE qui a été rendu en 2018, qui a mis très à mal les soignants. Et pour vous démontrer la chose, je vous ai mis la manifestation du 25 novembre 2018 où il y a les mêmes, dans la même manifestation, stop au déni, ras le viol, j'accouche où je veux, comme je veux. Et puis, bien sûr, il faut aussi se rendre compte que quand j'ai commencé à monter ce diplôme, j'ai découvert que les institutions gouvernementales et internationales se saisissaient du genre. Ce n'était pas une question de féminisme. Le genre était inclus dans la Convention d'Istanbul qui stipule clairement dans son article 15 qu'il faut former les professionnels sur les violences, et le rapport OMS qui stipule aussi que les inégalités entre les sexes et les normes font que la violence est jugée acceptable et est une cause profonde de la violence en leur endroit. Alors, en matière de violence gynéco-obstétricale, comment nous en parlons? Comme le débat s'est beaucoup inscrit sur les réseaux sociaux, moi, je rappelle qu'il faut essayer de rester dans la science. Et en matière de science, Georges Canguilhem, qui est notre égérie, nous les médecins, puisque c'est un docteur en philosophie, un grand bonhomme qui est médecin aussi, et qui rappelle que le caractère gênant, délétère et problématique de l'état concerné doit être évalué par le patient lui-même, bien sûr. Alors ça, j'ai extrait ça d'un article d'un confrère parce que je voulais rappeler aussi que la médecine est une science, mais c'est d'abord un art aussi, et qu'elle doit s'occuper aussi de conserver et rétablir la santé au sens le plus large, et que nous, on est confrontés avec ce mouvement essentiellement sur les réseaux sociaux et le rapport du HCE, en tout cas en France, sur nos limites en l'occurrence en obstétrique, sur les limites de la vie, nos propres limites. Et là, c'est un petit clin d'œil à Audrey Ferrand-Parère, parce que je n'ai pas fait exprès, mais quand j'ai fait un cours sur la violence obstétricale, j'ai fouillé un biblio et j'ai trouvé certains articles que je trouve très intéressants pour mettre 3 éléments essentiels autour du concept de violence obstétricale. On ne peut pas parler de violence obstétricale si on ne retire pas l'intention. Les soignants ne peuvent pas entendre quoi que ce soit si on ne retire pas l'intentionnalité pour reconnaître le sujet des violences obstétricales. Son caractère genré, sexiste et systémique, ça, c'est ce que j'ai souligné avec les lois. Et puis, bien sûr, accorder une place prépondérante au point de vue des femmes et des pères touchés pour les reconnaître et une bonne prise en charge. Alors, comme j'ai fait un petit rappel historique, je dis qu'effectivement, il faut faire un zoom sur l'anthropo, la socio, la politique, l'économique, mais moi, je vais essentiellement traiter de l'aspect médical et scientifique, sachant que, bien sûr, il s'agit d'un aspect éthique et déontologique, primum non nocere, bien sûr, et bien sûr aussi l'aspect légal que je laisserai à Audrey, parce que moi, personnellement, et Lydia, parce que je suis une clinicienne et non pas une juriste. Par contre, pour moi, et le montage du diplôme m'a montré ça, c'est que la prise en charge des violences gynéco-obstétricales ne peut pas être faite correctement si elle n'est pas conditionnée d'abord et avant tout à une véritable prise en charge en santé des violences faites aux femmes. Ça, c'est le credo du diplôme, dans lequel il y a effectivement tout un module consacré aux violences du soin, avec une anthropologue de la santé qu'on reverra un peu plus tard avec son bouquin « L'éthique à l'épreuve des violences du soin ».
et une usagère, la vice-présidente du collectif interassociatif autour de la naissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan scientifique, on a en 2022 2273 études sur PubMed sur les violences obstétricales et gynécologiques. Et si vous tapez endométriose, vous en avez 31 000. Et si vous tapez cancer du sein, vous en avez 500 000. Donc, on est au tout début. Déjà, on voit qu'au sein de notre consultation, ce que nous, on appelle le colloque singulier, nous avons une façon différente de poser les choses. L'Académie de médecine a reconnu le terme violence obstétricale en septembre 2018 suite au rapport du HCE. Donc, en soi, c'est une avancée. Mais on voit bien que le CIAN, collectif interassociatif autour de la naissance, qui regroupe 57 associations d'usagers autour de la naissance, parle de perturbation de la relation de soins prise dans sa globalité. Et moi, j'adhère profondément à cette définition qui me paraît beaucoup plus juste que tout acte médical, posture, intervention non appropriée ou non consentie, même si ça regroupe effectivement les éléments essentiels. Alors après, ce que j'ai voulu souligner, c'est l'importance des violences qui sont subies en amont de la consultation ou de la salle de naissance. Alors, je parle d'abord des violences subies par les femmes hors parcours de santé, mais je parle aussi des maltraitances subies par les soignants. Je ne sais pas comment ça se passe du tout au Canada, mais chez nous, c'est très clair. Alors, pour les soignants, le bouquin Omerta à l'hôpital, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument lire comment on peut nous soigner correctement si on est gravement maltraité. Et puis, le bouquin qui m'a servi de livre de chevet pendant au moins 1 an, c'est L'éthique à l'épreuve des violences du soin. Comment on doit réfléchir sur le soin avec plein d'entrées différentes. Témoigner des violences dans les lieux de formation, c'est sorti, ça y est, tous les étudiants en parlent clairement. Est-ce que vous voyez tout le texte sur la droite ou vous avez les petites vignettes? On voit, on voit. On voit, on voit. Très bien. Moi, je ne vois pas bien, d'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose. Oui, peut-être. Les violences dans les lieux de formation, ça, c'est sorti aussi en mars 2021. Comment les étudiants en médecine, et maintenant la profession est essentiellement féminisée, peut soigner correctement en ayant eux-mêmes vécu des violences sexuelles et sexistes. Et comment, in fine, en bout de chaîne, les maltraitances exercées sur les soignants, alors elles sont institutionnelles, structurelles, économiques, symboliques, ne s'exerceraient-elles pas sur les patients et les conjoints, bien sûr. Et puis, ce qui m'a motivée à monter le diplôme, c'est les différentes maltraitances en amont des soins, les violences faites aux femmes hors parcours de soins. Et même si effectivement elles partagent avec les violences obstétricales et gynécologiques le champ scientifique et le champ du droit, elles ne sont pas enseignées, ni en initial ni en continu. Effectivement, vous avez raison, Lydia. Le seul diplôme sur la prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance qui est tenu par la professeure Hoffman à l'Université Grenoble-Alpes et le professeur Ville à Paris Université, souligne combien la méconnaissance de l'épidémiologie des violences faites aux femmes est un frein à leur reconnaissance et une prise en charge adaptée. Et ça, c'est le déni d'une société, ça sort sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas dans les cabinets. Si vous faites un petit sondage autour de vous, globalement, il y a à peu près 10% des femmes qui ont déjà été interrogées sur leurs antécédents de violence. Or, c'est un problème de santé publique, ce n'est pas moi qui le dis. Dès 2002, l'ONU l'avait mis dans son rapport et la directrice de l'OMS en 2013, en sortant son rapport aussi, a souligné que c'était un problème de santé publique d'ampleur épidémique. Je vous ai mis quelques chiffres parce que c'est effectivement quelque chose qui sort sur les réseaux sociaux, mais qui ne sort pas dans les cabinets.
Les violences psychologiques, c'est une femme sur deux en France. Elles sont punies par la loi, vous le savez mieux que moi, Lydia et Audrey. C'est une femme sur deux en France. Elles ont des répercussions sur la santé. Les violences physiques, ce sont des chiffres de la MIPROF qui regroupe l'enquête sociologique cadre de vie et sécurité et le service statistique du ministère de l'Intérieur. Les violences sexuelles, c'est pareil. Les Françaises victimes d'inceste, on ne peut pas interroger les patients, les enfants en France, mais il y a eu une enquête Ipsos faite par une association qui a été réactualisée en 2020 et qui montre que 10% des Français ont été victimes d'inceste. Et quant aux enfants, je vous ai mis qu'un seul chiffre, un enfant décède tous les 5 jours sous les coups de ses parents. La méconnaissance des conséquences en santé des violences, tout type, quelle que soit la violence psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative et les violences du soin, est un frein majeur pour un changement de paradigme des soins. Les conséquences en santé globale, c'est déjà sorti dans la CE Study en 98. Personne ne connaît la CE Study en France. Personne. C'est une étude qui est une étude épidémiologique, certes rétrospective, mais qui portait au départ sur 26 000 personnes et 17 000 en fait interrogés, et qui montre une corrélation très forte entre les événements délétères de l'enfance et la santé à l'âge adulte. Et puis, alors si j'ai vraiment un bouquin à vous recommander, c'est le bouquin de Bessel van der Kolk, qui est psychiatre, et qui, comme dédicace de son bouquin, le titre en anglais, c'est The Body Keeps the Score. Le score, c'est le score ACE. Et en français, c'est le corps n'oublie rien. Et qui dédicace son bouquin à tous mes patients qui m'ont tout appris et dont le corps n'a rien oublié. C'est-à-dire que tant que nous ne nous occuperons pas de ce qui s'est passé dans l'enfance ou dans l'adolescence ou à l'âge adulte, des violences subies, nous n'avancerons pas sur les violences du soin. Alors, les conséquences sur la santé, je vous les mets très vite, mais il y a des tas de gens qui découvriront qu'on peut faire un infarctus parce qu'on a subi des violences. Dans la santé sexuelle et génésique, vous voyez, il y a tout. Actuellement, maintenant, l'endométriose, depuis 2018, a été validée comme étant très fortement corrélée avec les traumatismes de l'enfance complexe et de l'adolescence, avec des odds ratios à 200%. Sur les traumas complexes. C'est la Nurses Health Study 2, c'est une étude américaine. Et je me répète, la méconnaissance des conséquences en santé des violences, tout type, faites aux femmes et aux enfants, sont un frein majeur pour changer de paradigme dans les soins. Je vous ai mis très vite les conséquences psychiques, les conséquences en santé sexuelle. Chez nous autres, les gynécologues obstétriciens, il n'est jamais interrogé quand une femme fait une menace d'accouchement prématuré si elle a eu des antécédents de violence, quel que soit le type de violence, y compris les violences du soin. Les sur-risques de modalités opératoires de l'accouchement, il a été fait une cohorte en 2014 en Belgique, Islande, Danemark, Estonie, Suède, Pays-Bas et je ne sais plus quel autre pays, Bidens, Suède, qui corrélait les antécédents de violence émotionnelle, physique et sexuelle avant 18 ans, après 18 ans, avec les modalités opératoires de l'accouchement. Il y a des odds ratios majeurs, des corrélations à 200% sur les antécédents, certains antécédents de violence physique et césarienne en urgence, etc. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas prendre en charge correctement les patientes. Ce qui m'a motivée aussi à monter ce diplôme, c'est la corrélation avec les troubles de l'attachement. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je fais très vite, il va y avoir des répercussions chez les femmes qui ont été violentées, que ce soit des violences du soin ou autres, des difficultés à tisser un lien avec leur bébé, ce qui va pérenniser le problème des violences, puisque un bébé qui a un attachement insécure est plus vulnérable, et l'histoire de la violence est une histoire de la répétition. Il a plus de risques de devenir auteur ou victime à l'âge adulte. C'est un facteur de risque qui a été énoncé plusieurs fois dans les facteurs de risque de devenir auteur ou victime de violence par l'OMS.
La méconnaissance des conséquences en santé des violences tout type faites aux femmes, un frein majeur pour la bientraitance. Ça, c'est une étude, alors j'essaye de rester scientifique, hein, mais c'est une étude qui montre très nettement le rapport entre les syndromes de stress post-traumatique et les dépressions et les accouchements traumatiques. Pareil, le vécu du postpartum. Alors, postpartum, c'est les suites de couches pour les gens qui ne sont pas médecins et qui éventuellement sont en ligne. C'est un frein majeur puisque on a une corrélation à 200% avec des antécédents de violence sur la dépression du postpartum. Si on n'interroge pas, et là, vous voyez qu'il y a différents types de violences. La violence sexuelle, une corrélation à 1,56, ça fait 56% de risque supplémentaire. Les violences physiques, la violence domestique, les violences pendant l'enfance, de la même façon, sont corrélées à des dépressions du postpartum. Et puis, cette étude qui est sortie en 2021, mais il y en a d'autres à l'heure actuelle qui sont sorties, qui conclut le dépistage des femmes avec antécédents d'agression sexuelle est justifié pour les modalités d'accouchement. Oui, bien sûr, puisque si on ne sait pas qu'une femme a vécu des antécédents de violence sexuelle, on va surajouter de la violence. Je ne dis pas que les violences du soin interviennent que sur des patientes vulnérables. Mais vu le chiffre des patientes vulnérabilisées, que ce soit sur le plan psychologique, physique ou sexuel ou autre, si on ne le dépiste pas, nos soins ne peuvent pas être adaptés par méconnaissance. La prise en charge, l'amélioration et le suivi des bonnes pratiques, puisque nous ne savons pas que la Haute Autorité en santé a émis comme recommandation en 2019 de dépister systématiquement les violences conjugales. Aucun de mes confrères et de mes consoeurs ne le font parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont freinés par la représentation stéréotypée, ils sont freinés par le temps, ils sont freinés par le sentiment de l'impuissance, ils sont freinés par la méconnaissance des conséquences en santé. Et c'est là que le collectif interassociatif autour de la naissance, qui intervient beaucoup dans le diplôme, a soumis une proposition que je trouve extrêmement intéressante, qui s'appelle une revue morbidité-mortalité type RMM de vécu, pour pouvoir s'appuyer pour élaborer les bonnes pratiques. Les professionnels de santé seuls ne sont pas en mesure de proposer des mesures pertinentes. Il faut travailler avec les usagères et les usagers, et il faut travailler en pluridisciplinarité avec, bien évidemment, une sensibilisation sur le consentement, l'autonomie. La patiente doit être sujet et non pas seulement objet du soin. La communication soignant-patient avec la pédagogie, tout type, l'entretien motivationnel, etc. Les questions du genre pour déconstruire les stéréotypes, les freins au dépistage, la communication médicale. Au sein d'une même équipe, si on débine le confrère, on décrédibilise complètement l'équipe, même si le confrère n'est pas adapté. Il faut essayer de faire de la tiercéité, comme on dit, c'est-à-dire essayer de trouver un tiers pour parler de ce qui s'est passé avec le confrère ou la consoeur avec qui ça ne s'est pas bien passé, ou les sages-femmes, puisque les sages-femmes aussi sont pourvoyeuses de violences du soin. Voilà, la formation des professionnels pour changer le paradigme des soins, le soutien privilégié centré sur chaque femme avec des antécédents, la prise en charge ciblée en pelvipérinéologie. Et oui, parce que si on n'interroge pas nos patientes et qu'on a une difficulté à l'examen, c'est que le corps de la dame a inscrit dans son corps une difficulté agoniste-antagoniste, c'est-à-dire que quand elle va pousser, elle va verrouiller son périnée et donc elle ne sera pas efficace sur sa poussée. Il faut travailler là-dessus. Ce qui permet aux femmes de devenir sujet de leur corps alors qu'elles ont été objets. Des interventions précoces dont on sait qu'elles préviennent les troubles de l'attachement, la constitution d'un réseau partenarial propre à chaque soignant et centré sur les femmes et soutien aux équipes en deuxième ligne. Les recommandations de l'OMS datent de 2018, je crois. Je ne crois pas que ce soit enseigné nulle part, je ne suis même certaine. Toutes les femmes ont le droit de vivre positivement leur naissance, etc., etc. Oui, c'est 2018, c'est ça. Et là, je ne sais pas si j'ai le temps pour faire un lien avec Audrey, 39, peut-être pas. C'est 2 minutes, c'est
l'avis du procureur de la République, Luc Frémiot, qui délivre un cours dans le diplôme et qui donne son avis sur les violences faites aux femmes. C'est un monsieur qui a été reconnu comme étant le référent sur les violences conjugales. Et il dit des choses que je trouve très justes et j'arrêterai au bout de 2 minutes. Voilà. Non, c'est pas parti. C'est bon. Non, non, c'était parti, je pense. C'est parti, peut-être, oui. Oui, c'est ça. Je suis là pour vous parler d'une situation, surtout. Je ne suis pas là pour faire un cours de droit. Je ne suis pas là pour faire un cours magistral. Je suis là pour vous exposer une situation à laquelle les uns et les autres, on se heurte au quotidien. Et une situation que vous allez bien évidemment, dans l'exercice de vos futures fonctions, rencontrer dans bien des circonstances. Et les observations que je ferai aujourd'hui se sont destinées à essayer de vous permettre d'approcher au plus près la réalité des violences faites aux femmes, de la maltraitance, des abus sexuels. Alors, pour vous parler de tout cela, il faut bien évidemment déjà vous parler de la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien évidemment la presse, je suis les travaux du Sénat, de l'Assemblée nationale, les projets du gouvernement. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande partie justement de ces différents interlocuteurs eh bien, qui s'avèrent très satisfaits de ce qu'ils font. J'entends presque, comment dire, des louanges sur un certain type de dispositions dont on a parlé mais dont on n'a pas encore vu le jour. J'entends des auto-félicitations, j'entends dire qu'aujourd'hui tout a changé après le Grenelle parce que la parole est libérée. Ben, non, la parole n'est pas libérée. Voilà. Et c'est ça que vous allez rencontrer, vous, dans l'exercice de vos fonctions. La parole aujourd'hui n'est pas libérée. C'est une fiction totale d'imaginer que parce qu'il y a aujourd'hui des réseaux sociaux qui permettent effectivement à des femmes, à des victimes de s'exprimer dans le silence assourdissant des institutions, des services de police, de la magistrature, eh bien, si on considère effectivement que le fait d'avoir recours à ces réseaux sociaux est une forme de libération, moi je dis plutôt c'est l'inverse. Parce que ces réseaux sociaux ne fonctionnent eh bien, que par le jeu d'un effet miroir. C'est parce que les institutions ne répondent pas, c'est parce que les services de police ne font pas ce qu'ils doivent faire, parce que les magistrats regardent de côté, qu'effectivement, on en vient à ce recours aux réseaux sociaux qui sont un camouflet pour les institutions. Parce que si aujourd'hui, la seule possibilité pour une femme eh bien, de trouver du secours et de s'inscrire sur des réseaux comme MeToo ou Balance ton port, je dis qu'on est vraiment dans une situation que je qualifierais presque de désespérée, parce que c'est bien souvent le désespoir qui pousse ces personnes eh bien, à se confier dans ces conditions. Alors, je voulais donc... Voilà. Et donc, il fait 1 heure et quelques de cours. Hein. Je vous ai mis juste un tout petit extrait parce que je trouve que son analyse sur le fait que, comme vous disiez, Lydia, ça sort, mais ça ne suit pas beaucoup, est assez juste. Et qu'en plus, c'est un procureur de la République qui a écrit un superbe bouquin qui s'appelle « Non-assistance à femmes en danger » aux éditions de l'Observatoire. Et que du coup, je me sers de sa parole, mais avec son autorisation, bien sûr. Hein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été un petit peu claire parce que souvent, je pars dans tous les sens. Un peu beaucoup clair. Merci. Un grand merci, Perrine. Alors, je crois qu'il y a eu 10 000 informations de données dans votre présentation et c'est très bien. Moi, je crois que je retiendrai surtout le fait, et je n'avais pas pris conscience de ça, le message selon lequel il est indispensable d'interroger les femmes sur les violences subies pour bien les soigner. Donc, c'est vrai que je n'avais pas pris conscience de tout ce rôle d'interrogatoire essentiel. Et votre premier exemple, votre première expérience, là, elle est très, très marquante pour ça, effectivement. C'est ça.
en ayant posé la question, vous n'auriez pas réalisé ce qui a finalement été une violence. Donc, je crois que c'est le message moi, que je retiendrai. Mais je ne vais pas monopoliser. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? Oui. Je veux juste repréciser que je ne dis pas que les violences du soin interviennent seulement sur les violences vulnérabilisées. Soyons clairs. Oui. Il y a des prédateurs, il y a des agresseurs et il y a des violences méconnues sans intentionnalité. C'est ça, c'est ça. Et je pense que en fait, les violeurs, les agresseurs, il y en aura toujours, c'est des pathologies, mais il y a tout le travail à faire sur la prise de conscience des soignants qui justement font ces violences sans intention. Et je pense que c'est là le gros du travail, c'est là qu'on peut agir, parce que sur les pathologies, je pense qu'il y aura toujours des déviants, mais c'est sur ces soignants sans intention que tout le travail peut être fait. Il y a des remarques, des questionnements par le chat ou alors c'est peut-être ça peut ne pas être une question, une remarque si Oui, moi je peux bien intervenir. Béatrice Massari, sage-femme. Bonjour Péline. Bonjour Béatrice. Donc j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer Péline puisqu'elle a travaillé avec nous à la maternité de l'hôpital de Montélimar. Et c'est vrai que sa venue au sein de l'équipe a transformé énormément les mentalités. Alors bon, on était aussi aidé à l'époque d'un médecin belge que je connaissais déjà parce que j'avais travaillé dans un autre petit hôpital avant à Valréas. Et il était le premier alors moi, je donnais des cours de préparation à la naissance. Et lui faisait déjà des cours le soir aux futurs papas et c'était déjà exclusivement réservé aux hommes. Et déjà, le fait qu'il fasse ça, c'était en 2003, hein, 2003, oui, 2002, 2003. Déjà, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait une manière de penser la grossesse, la naissance différente, et puis qu'il allait vraiment plus au fond des choses, des vies des gens, à poser d'autres questions, effectivement, qui pouvaient sur le moment avoir rapport avec rien, en tout cas pas avec la grossesse. Et puis Perrine, elle est arrivée aussi et on a fini par développer une autre manière de suivre les futurs parents. Et c'est vrai que, bon, après, l'État a aidé en donnant des moyens pour créer des postes de sages-femmes qui avaient des formations pour l'entretien précoce prénatal vers 4 mois de grossesse, qui déjà permettaient justement peut-être de connaître un petit peu mieux les antécédents de cette future maman et de ce futur papa, et comment dans leur parentalité et puis dans les liens d'attachement avec le bébé, peut-être ils étaient vulnérables pour que ça se passe bien, ou peut-être qu'ils étaient en pleine santé, on va dire entre guillemets, parce que leurs antécédents étaient bons et que ils avaient eu des parents affectueux et ils avaient évolué dans l'adolescence de manière satisfaisante. Voilà. Et puis je crois quand même c'est dur hein, de bouger les mentalités. C'est vrai que se poser la question quand on est soignant, d'un coup, ah oui, j'ai examiné cette femme et je lui ai pas demandé. Mais dans les formations initiales, on n'était pas habitué à nous dire qu'il fallait demander l'autorisation. C'était comme ça. La femme arrive, elle a des contractions, je fais un toucher vaginal. Oui, forcément, je ne sais pas comment je pourrais savoir si son col s'est modifié. Donc, c'est vrai que ça demande vraiment une remise en question de la prise en charge. Et c'est vrai que le moment de la naissance, il y a plein de transformations pour un adulte hein, et ça peut être une période vraiment vulnérable. Donc voilà, c'est vrai que Perrine, avec le DU, là, elle lance bien la machine. Et puis, autour, les institutions, c'est vrai qu'elles sont peut-être beaucoup plus lentes. Voilà. Merci pour votre retour d'expérience. Je ne sais pas si vous allez accepter, mais Franck Lévy, en tant qu'avocat, vous évoquez dans le chat la difficulté de la preuve en fait, de ces violences. Est-ce que vous souhaitez nous faire part de
de votre expérience en la matière ou partager cette problématique au-delà de vos remarques dans le chat. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'ouvrir le micro ou pas. Alors, déjà, je vous remercie pour cette intervention parce que c'est toujours intéressant d'avoir une approche autre que juridique et notamment par rapport aux soignants, la façon dont les soignants conçoivent le geste médical et la violence. Non, la vraie difficulté, c'est pour ça que je vous remercie pour cette formation, c'est de comment on peut, malgré les dires de la patiente, démontrer cette violence, puisque je travaille sur le dossier du Val d'Oise. Donc là, il y a eu une expertise, mais dans d'autres dossiers, sur des faits extrêmement précis, on se retrouve confronté à, comme disait la précédente intervenante, peut-être des sages-femmes qui n'ont pas conscience du geste, pas conscience de demander le consentement, qui font les choses, et on se retrouve avec une plaignante qui décrit des faits difficiles à entendre, et un mur qui est l'épreuve des preuves. Donc moi, ma questionnement était, regarde votre expérience de votre métier de clinicien, à quel moment on peut cibler des éléments ou des choses qu'il faudrait à tout prix demander aux patients pour avoir une approche des éléments d'un point de vue probatoire. Donc, la question m'est adressée, en fait. Et je trouve que c'est très compliqué. Moi, je m'appuie beaucoup sur l'expérience du CIAN parce qu'elles ont une vraie expertise. Elles font de la médiation aussi. Hein. Elles ont une vraie expertise sur le sujet et c'est toujours très difficile. Ce que j'ai tendance à dire de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, alors, le dossier de l'Oise, moi, je ne le connais pas, mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que pour déconstruire une perturbation de la relation de soins, la première chose, c'est dès qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est reprendre les choses, même si on a fait une erreur, reconnaître ses erreurs. Et moi, c'est la façon dont je fonctionnais moi. Mais bon, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui a la disponibilité du temps ou de l'esprit pour faire ça. Mais sinon, j'aurais tendance à vous adresser au CIAN, à Anne Évrard, qui vous donnera certainement des tas d'éléments intéressants pour répondre à votre question. Comment, de façon probatoire, on peut y aller en justice, parce que c'est parole contre parole, mais c'est la même chose sur les violences sexuelles. Hein. C'est parole contre parole. On va dire consentement, elle a donné son consentement, etc. Et c'est exactement la même chose. On est dans le même champ du déni et de la reconnaissance de la parole des femmes. On ne croit pas les femmes. Oui. Et puis la difficulté, c'est que quand il y a un accident médical plus classique, il devrait y en avoir trace dans le dossier médical. On pourra avoir des relevés, des éléments de preuve dans le dossier médical, mais là, le problème, c'est que le soignant n'a pas conscience de commettre l'acte, donc il ne va pas en faire état dans le dossier. Et c'est le seul endroit où on pourra avoir des preuves. Donc, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et c'est pour ça que les revues mortalité sur le vécu de l'accouchement me semblent être une piste extrêmement intéressante qu'a proposée Anne Évrard. Parce que là, le soignant est obligé de revoir à la lumière du vécu de la patiente, mais pas son ressenti, du vécu, avec des témoignages éventuels d'aide-soignante, de gynéco, de sage-femme, enfin bref, de ce qui se passe, ce qui s'est passé, de ce qui lui a été dit. Et ça, pour moi, la RMM de vécu, c'est vraiment une piste très importante pour la prise de conscience. D'accord. J'ai une question de ma collègue Anna Zepsevic du Hamel. Bonjour, je suis Anna Zepsevic du Hamel. Je suis maître de conférence HDR à l'Institut Droit et Santé et j'enseigne notamment le droit de la personne humaine, le droit pénal de la santé et le droit de la famille. Donc, ma question est la suivante. Lorsqu'on vous entend, bien sûr, on est toutes et toutes concernées par ce que vous révélez. Toutefois, il y a une chose que je trouve assez troublante. Les pratiques que vous dénoncez, donc il y a un certain nombre de pratiques qui sont, donc des actes qui sont involontaires, vous dites. Alors que les infractions en question
les infractions à caractère sexuel sont des infractions volontaires. Une agression sexuelle, c'est volontaire. Un viol, c'est volontaire. Donc, comment peut-on alors lutter contre ces actes qui sont involontaires? Et est-ce que pour vous, peut-être que le remède passe aussi par la pédagogie? Ce sont quand même aussi des endroits où les praticiens, les sages-femmes, les infirmières, les médecins, donc les praticiens sont très largement des femmes, donc des endroits, des lieux quand même très largement féminisés. Est-ce que finalement la réponse passe aussi grandement par une formation appropriée? Parce que moi, ce qui me trouble, ce sont effectivement ces comportements involontaires, quelqu'un qui n'est pas conscient, qui fait mal, qui ne fait pas bien. Comment il peut changer? Alors, vous avez tout à fait raison de dire, c'est la formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, on m'a enseigné, quand je faisais un examen gynécologique, parce que je voyais faire mes pairs, les seniors, on m'a enseigné de dire à la dame détendez-vous, madame, ce qui est une catastrophe parce que ça renvoie à la femme le fait que si elle a mal, c'est de sa faute, alors qu'en fait, c'est inscrit dans son corps. Et puis, il y a aussi une difficulté. Alors, donc ça, c'est de la formation. Et même si c'est féminisé à l'heure actuelle, vous savez bien que le genre ne touche pas que le sexe féminin. Hein. Nos consoeurs sont aussi sexistes et avec des représentations stéréotypées que nos confrères. Il n'y a pas de raison, même si c'est un peu mieux maintenant, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et la deuxième chose, c'est aussi déconstruire le fait que quand on fait un examen gynécologique, comme dit Marie-Hélène Lahaye, ça concerne le sexe de la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à entendre pour ceux qui ont décidé du savoir transmis, qui étaient des hommes et qui restent des hommes majoritairement, et donc qui n'ont aucune idée de ce qui se passe quand on leur met deux doigts dans le vagin. Ça n'est absolument pas possible de ressentir ça. Et tant qu'il n'y a pas de remise au centre du fait que notre examen gynécologique est intrusif de facto et que la patiente consent à ce qu'on s'introduise dans son corps pour son bien, pour examiner, pour vérifier que tout va bien, pour vérifier la dilatation du col, tant qu'on ne prend pas conscience et qu'on ne transmet pas ça dans la formation initiale et dans la formation continue, effectivement, il y aura involontairement des choses de l'ordre d'une intrusion, agression, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce n'est pas possible de parler de sexe en gynécologie. Ça n'est pas possible. La plus grosse société savante de gynécologie obstétrique en France dit officiellement qu'il n'est pas question de sexe. Mais bien sûr que si, il est question de sexe. Pas pour nous, mais pour la patiente. Et tant qu'on ne remet pas ça au centre, on n'avancera pas. Ouais, est-ce que ma réponse vous convient? Oui, elle me convient surtout dans le sens où elle ouvre beaucoup de portes. Mais je vous dis, sur le plan juridique, donc effectivement, qualifier ces comportements involontaires, c'est difficile. Oui, voilà. Ça c'est vrai. En droit, c'est comme ça, il y a des outils techniques. Oui, voilà, c'est ça. Une qualification, donc j'avoue qu'il y a une difficulté. Mais je pense qu'un jour, on reconnaîtra que la difficulté à l'examen gynécologique qui est visible, puisque c'est ça qui m'a posé question et c'est ça qui m'a fait poser des questions aux femmes, est un élément clé, puisqu'il y avait 3 femmes sur 4 pour qui ça ne posait pas de problème et une femme sur 4 pour qui ça posait un problème. Or, on est à peu près dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et aussi, juste une question, je pense qu'il faut comprendre aussi que toutes ces femmes qui arrivent devant un médecin, une sage-femme, elles arrivent avec leur passif, leur passé, le rapport au corps qu'elles ont déjà, qu'elles n'ont pas parce que c'est vous ou parce que c'est un tel, mais que chacune arrive déjà avec son histoire qui est parfois compliquée. Complètement.
On va laisser quand même du temps de parole à Audrey, notre deuxième invitée, pour nous faire état de l'évolution, de la situation là-bas, de la réglementation, de la prise en compte de ces problématiques. Donc, raconte-nous un peu, Audrey, comment ça se passe outre-Atlantique chez vous, au Québec. Oui, merci beaucoup, Lydia. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Chez moi, c'est l'après-midi, donc cet après-midi. Donc, je me suis intéressée aux violences obstétricales et gynécologiques un peu par un hasard de la vie. J'ai travaillé d'abord et avant tout sur le consentement éclairé aux soins. Puis c'est à travers ces recherches-là, en fait, que la jurisprudence qui portait sur des situations d'accouchement où le consentement n'avait pas été obtenu, particulièrement en matière civile, a finalement éveillé en moi un intérêt pour cette partie très particulière de la médecine qui est l'obstétrique gynéco. Je vais tout de suite faire détruire un peu vos espoirs. On n'est pas si avancé que ça au Québec par rapport à la France. Heureusement, malheureusement, mais en fait, c'est que contrairement à vous, il y a eu quand même un rapport du Haut Commissariat, du Haut Conseil à l'égalité qui a été produit il y a déjà de cela 4 ans. Ici, on vient tout juste de lancer de façon organisée par les institutions un appel à projet directement sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc, le Conseil du statut de la femme, le ministère de la Santé et les fonds de recherche donc, qui vont attribuer les subventions ont lancé un appel sur ce sujet-là. Alors, on a très peu de données, mais au moins, on a un constat à l'effet qu'on a peu de données et qu'il faut documenter ces réalités-là pour avoir des données non seulement empiriques sur la prévalence et l'incidence de ces comportements-là, mais également sur leurs conséquences, la façon dont c'est vécu par les femmes, mais aussi la façon dont c'est vécu par les soignants et par les organisations. Donc, on vise vraiment à documenter de façon très large ce qui se passe, ce qui fait qu'au cours des prochaines années, on devrait avoir des données très intéressantes à vous partager. Il faudra faire un autre entretien dans 2 ou 3 ans. Mais en attendant, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu l'approche du droit par rapport aux violences obstétricales et gynécologiques et en fait de soulever les failles. À quel point le droit n'est peut-être pas adapté en ce moment pour faire face à ce phénomène-là. Alors, au départ, bon, qu'est-ce qu'on entend, du moins de ce côté-ci de l'Atlantique, quand on parle de violences obstétricales gynécologiques? Dès le départ, il faut dire que c'est très difficile à définir. Il n'y a pas de consensus sur la définition à donner. Il y a, du côté québécois, il y a Sylvie Lévesque, qui est collaboratrice, qui avait fait une analyse conceptuelle il y a de cela quelques années des violences obstétricales qui donne, sans donner une définition très, très complète, qui donne des pistes hyper intéressantes pour circonscrire le phénomène. D'abord, il parle d'un phénomène qui se situe à l'intérieur, puis ça, je pense que Perrine l'a très, 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 très bien expliqué, donc je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais qui se situe plus largement dans les violences faites aux femmes. Et si on ne comprend pas les violences faites aux femmes, impossible de comprendre les violences obstétricales et gynéco. Le CRIVIF, donc le Centre de recherche et d'intervention sur les violences faites aux femmes de l'Université Laval à Québec, définit les violences comme étant faites aux femmes comme un exercice abusif de pouvoir par quelqu'un en position d'autorité qui cherche à contrôler une autre personne, notamment en lui faisant adopter des comportements qui vont être conformes à ses propres désirs plutôt qu'à ceux de cette personne-là. Et quand on comprend cette définition-là et qu'on l'applique au milieu médical, on se rend compte en fait que la hiérarchie et l'autorité médicale est propice à ce que ce type de violence-là arrive dès lors que les préférences, les besoins, les désirs de la patiente ne sont pas pris en compte dans les décisions médicales qui vont être prises. Les violences obstétricales ont été analysées pour essayer d'en sortir des caractéristiques ou des attributs. Il y a 3 attributs qui ont été identifiés dans la littérature. D'abord, que l'agentivité des femmes n'est pas reconnue dans le processus de soins. Autrement dit, on ne leur donne pas l'espace pour avoir une réflexion, une planification, une articulation de leurs préférences et de leurs besoins en termes de soins liés à leur grossesse, à leur accouchement ou simplement à leur santé reproductive, dans un contexte où il y a un débalancement du pouvoir avec le personnel médical. Une autre caractéristique, c'est que ça va varier d'un contexte à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, ce
qui rend encore là la définition très difficile à faire parce que ça va être variable d'un individu à l'autre. Le même soin fait de la même façon pour une femme va être tout à fait normal, pour une autre va être quelque chose de violent. Alors, quand vient le temps de circonscrire le phénomène, ça devient très difficile et comme juriste, on est très inconfortable avec ça parce que cette variabilité-là et cette incertitude-là sur ce qui va constituer ou non de la violence devient un frein à la prise en charge par le droit. Et finalement, un autre attribut qui est en fait peut-être l'attribut le plus important, c'est que le consentement éclairé va avoir été brimé. Soit il n'aura pas été obtenu du tout, ou il va avoir été obtenu, mais en faisant fi de certaines informations qui auraient été pourtant essentielles. À ce propos-là, je veux revenir sur quelque chose que Lydia a dit au départ. Ici, la parturiente a tous les mêmes droits en termes de consentement éclairé que n'importe qui. Ce qui veut dire que normalement, elle a le droit à une information complète sur les risques matériels, sur les options thérapeutiques qui s'offrent à elle. Ça, c'est l'état du droit. Après, la façon dont c'est appliqué en pratique, c'est toute autre histoire. En 2006, il y a une thèse de doctorat qui a été faite spécifiquement sur le processus de consentement de la parturiente. Et les résultats de cette thèse-là étaient que, d'une part, le contexte de l'accouchement va être souvent favorable à ce qu'on remette en question l'aptitude de la patiente. Parce qu'elle est en souffrance, parce que souvent on va lui avoir donné de la médication, les professionnels vont avoir tendance à considérer qu'elle n'est peut-être pas apte à prendre la décision. Ça va être aussi une occasion de faire des pressions indues pour que le consentement soit donné. Donc, en donnant, par exemple, des ultimatums ou en exagérant la gravité de la situation pour le bébé. Si je ne fais pas ça, ton bébé va mourir. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu veux que ton bébé meure? Donc, c'est le genre de discours qui va entraîner un consentement, mais est-ce que c'est un consentement valide? Juridiquement, la question se pose. Et c'est surtout un contexte qui va donner lieu à une rétention d'informations importantes. Absence de mention des options thérapeutiques valides. Il faut absolument faire une césarienne, alors que dans les faits, l'utilisation de forceps aurait peut-être été tout aussi valable. Donc, par exemple, des risques qui vont être occultés. On va faire ça, ça va bien aller. On ne dira pas, voici les risques qui viennent avec la procédure. La sous-utilisation des rencontres de suivi de grossesse aussi pour parler des options qui vont peut-être devoir se poser pendant l'accouchement. Si ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise une ventouse? Est-ce qu'on utilise des forceps? Voici qu'est-ce qui arrive quand c'est une césarienne d'urgence. Donc, on sous-utilise ces rencontres-là. Et ce qui ressort beaucoup des témoignages des soignants, c'est la crainte de générer une anxiété qui va faire en sorte que la patiente ne sera pas dans un bon état d'esprit au moment de son accouchement. Pas sûr que la littérature confirme cette anxiété-là. L'autre chose, c'est l'utilisation abusive de ce qu'on appelle le privilège thérapeutique. Donc, l'idée de dire, je ne dirai pas certaines choses parce que l'effet pathogène sur la patiente va être pire que si je lui dis. C'est une utilisation erronée qu'on fait souvent durant les accouchements de ce privilège-là. Puis la notion d'urgence aussi, qui se retrouve à être très, très, très élastique. Alors qu'en droit québécois, normalement, l'urgence n'est utilisée que lorsque l'intégrité physique ou la vie de la patiente est en danger. On va utiliser l'urgence pour toutes sortes d'autres choses, dont la vie du fœtus. Alors que normalement, en droit québécois, en droit canadien, le fœtus n'a pas de droit jusqu'à ce qu'il soit né vivant et viable. Du coup, ce n'est pas le bébé, en fait, qui doit être le patient prioritaire pour le médecin, c'est la maman, c'est la personne qui est en train d'accoucher. Mais ça, c'est très, très difficile à expliquer à des obstétriciens, gynécologues, puis à faire comprendre qu'ils n'ont pas deux patients dans les faits, ils en ont juste un, légalement parlant. Toujours est-il. L'autre chose qui est intéressante dans l'analyse conceptuelle des violences obstétricales, c'est les antécédents ou les facteurs de risque, donc les situations qui vont être plus à même de générer des violences. Les inégalités de genre. Donc, plus on est dans une situation où les inégalités de genre sont importantes, plus il y a des risques à ce que les violences surviennent. Les rapports de force, mais aussi toute la perception que la femme est trop faible pour être capable de gérer elle-même son accouchement. Donc, la faiblesse de la femme qui est socialement, culturellement, parfois ancrée dans le paternalisme, je dirais social, c'est pas juste médical, c'est social, peut engendrer des violences.
La vision de l'accouchement comme étant un acte médical, la femme se fait accoucher, ce qui a été développé dans la médecine, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qui fait en sorte que c'est maintenant une pathologie, être enceinte et accoucher. Ça génère beaucoup plus de violence. La relation hiérarchisée aussi entre les femmes et les soignants. Donc, tant que les soignants sont dans une position d'experts connaisseurs et que la femme se fait accoucher et qu'on ne prend pas en considération sa propre expertise sur son vécu, sur ses besoins, sur la façon dont elle souhaite que ça se fasse, le manque de collaboration qui s'ensuit est propice à générer des violences. Et l'autre facteur de risque, c'est les failles organisationnelles. Et ça, c'est peut-être ce dont on tient le moins compte jusqu'à présent dans la littérature, mais aussi juridiquement, c'est tous les déficits du système de santé qui vont avoir un impact sur la façon dont les soignants vont traiter les patientes. Si on pense par exemple au temps supplémentaire obligatoire, c'est sûr que si l'infirmière qui est à votre chevet est à l'hôpital depuis 19 heures, c'est possible qu'elle soit impatiente et qu'elle vous réponde de façon inadéquate quand vous exprimez un besoin. S'il y a une surcharge de travail pour le personnel qui est en place, s'il y a un manque d'équipement, de matériel pour faire bien leur travail, et on en revient aussi à la maltraitance que les soignants subissent eux-mêmes. Vous parliez, Perrine, des étudiants, mais c'est la même chose ici. Dans les dernières années, on a eu des vagues de suicides chez les étudiants en médecine, puis on commence à avoir une prise de conscience sur le fait qu'on forme probablement mal nos soignants à prendre soin d'eux-mêmes et donc à prendre soin des autres. Mais tout ça fait partie de facteurs qui vont avoir une influence sur la survenance de la violence. Ça pose aussi un défi au niveau de l'intentionnalité. Je pense que clairement, puis le Haut Conseil à l'égalité avait rejeté cette notion-là d'intentionnalité dans la définition des violences, puis la littérature le fait de plus en plus. 99%, il y aura toujours effectivement des gens malfaisants, même chez les soignants, mais dans 99% des cas, le soignant ne pose pas un geste avec l'intention de faire mal, avec l'intention de porter préjudice au patient. Ceci étant, l'intention de l'acte peut quand même relever d'une insouciance face au respect de l'intégrité de la personne, face à sa dignité, face à son autonomie. Et c'est peut-être là où il y a un travail à faire en éducation, mais aussi juridiquement de revoir comment on applique cette notion-là d'intentionnalité. C'est-à-dire que si, je vais vous donner un exemple qu'une médecin qui est extraordinaire, avec qui je collabore beaucoup sur des projets, donne elle-même comme exemple. Elle faisait un stripping, donc un décollement de la paroi. Perrine, je suis désolée si je l'explique mal, mais un décollement de la paroi utérine en vue de provoquer le travail naturellement. Mais donc, faisait ce stripping-là qui peut être douloureux pour la patiente. La patiente donne son accord, mais dès le départ du décollement, la patiente dit « ouch, stop, arrête » et la médecin a continué. Et là, elle a elle-même fait la rétroaction après de dire « j'ai été violente, c'était violent, la patiente m'a dit d'arrêter et j'ai continué ». Et là, quand on parle d'intentionnalité, bien sûr que l'intention n'était pas de faire mal, l'intention n'était pas de causer un préjudice, mais elle avait tout de même l'intention de continuer le geste malgré l'expression du non. Et à ce compte-là, je ne suis pas certaine que juridiquement, on appréhende bien cette intention-là. Je pense notamment à des voies de fait simples qui, d'un point de vue du droit criminel canadien, ne demandent pas d'intention de faire mal, demandent simplement l'intention d'avoir posé le geste. Le droit criminel est très, très, très réticent à poursuivre des médecins à cause de cette idée-là que le médecin le fait dans l'intérêt du patient, avec en tête le bien-être du patient. Et pourtant, je ne suis pas certaine que si on regarde ça de manière très, très objective, on n'est pas dans un cas de voie de fait simple, en fait. Mais je vais y revenir un peu plus tard. À ça, je me pose la question, où en est le droit, en fait? Partant du fait qu'on constate que ces comportements-là existent et que des patientes subissent des préjudices, quels sont les recours, quelles sont les sanctions potentielles? Il y a d'abord des constats à faire sur le fait que les femmes ne
portent pas plainte, ne poursuivent pas, ne déposent pas de plainte. Il y a plusieurs explications qui peuvent être apportées à ça. D'abord, j'aime pas vraiment le terme, mais la soumission face à l'autorité médicale, donc de légitimer ce qui est arrivé en se disant, ben, c'était la personne en autorité, elle savait mieux que moi ce qu'il fallait faire, donc j'imagine que c'est normal. Donc, cette autorité médicale-là peut être une explication. Le manque de connaissances par rapport au droit, donc de ne même pas être consciente parfois qu'il y a eu une atteinte portée au droit, peut être une autre explication. Souvent aussi, on va croire qu'on a subi des interventions parce que c'était dans l'intérêt du bébé. Le fameux « oui, mais t'as un bébé en santé ». Hein? Donc, l'espèce de façon de tasser tout ça de côté, et on l'entend même quand on a des conversations entre copines qui ont accouché. Ben, je ne suis pas sûre que ça, c'était normal. Oui, mais ton bébé, il est bien, ton bébé est en santé, donc c'est correct. Et à ça, j'ajouterais aussi tout le contexte du postpartum. Quand on vient d'avoir un accouchement, qu'on est en train de s'ajuster à l'arrivée d'un bébé, qu'on manque de sommeil, qu'on s'ajuste à l'allaitement ou à autre forme d'alimentation du bébé, pas sûr que ça fasse partie de nos priorités de dire je vais déposer une plainte contre le médecin ou je vais entamer un recours en responsabilité civile contre le médecin. Donc, il y a tout ça qui joue sur le fait que c'est peu porté à l'attention des juristes. Mais même quand c'est porté à l'attention des juristes, il y a certains freins. Je vais faire un tour d'horizon de 3 mécanismes d'imputabilité différents. D'abord, le criminel. Je viens d'en parler, là, il y a toute la notion d'intention qui peut être difficile en droit criminel et il y a aussi le fait que socialement, à moins vraiment qu'il soit question d'un viol par un médecin sur un patient ou d'un meurtre, on a eu certains exemples récemment au Canada où des patients ont carrément tué des patients. Le droit criminel ne s'aventure pas à aller punir les médecins. Puis il y a une raison quand même sociale derrière ça. Je pense que c'est comme le droit criminel juge des comportements socialement complètement inacceptables. Il y a une certaine réticence à poursuivre des médecins dans la mesure où ils font leur travail, ils font généralement leur travail de bonne foi. Alors, d'aller punir ça par le plus haut niveau d'opprobre social que le droit peut faire, on n'est pas rendu là. Ensuite, il y a la responsabilité civile. La responsabilité civile vise à dédommager un préjudice subi. Donc, sa fonction, c'est vraiment la compensation du préjudice, indépendamment de la gravité de la faute. Alors, quand on comprend le but de ce mécanisme-là, d'abord, il y a des difficultés dans la preuve de la faute. Ça a été soulevé en période de questions tantôt. Comment est-ce qu'on prouve qu'il y a eu une faute? Ensuite, comment est-ce qu'on prouve le lien de causalité? Là, ça va devenir très, très difficile, particulièrement dans un cas d'accouchement où il y a eu un défaut de consentement parce qu'il faut prouver que la femme, si elle avait eu l'information, elle aurait refusé le soin. Et généralement, il va y avoir certains biais et certains stéréotypes de genre qui vont entrer en ligne de compte ici, notamment la bonne mère de famille aurait pris la décision qui était la plus à même de mener à la santé de son bébé. Donc, les juges vont considérer que même si la femme avait été informée, elle aurait de toute façon consenti à ce que le médecin lui suggérait. Donc, les biais, les stéréotypes de genre vont entrer en ligne de compte, même en droit. Et le dernier mécanisme qui m'intéresse, c'est la déontologie. Donc, le droit disciplinaire qui vise à assurer la protection du public, notamment en mettant en place des mesures qui sont propices à favoriser une pratique professionnelle compétente et diligente. Et donc, dans ces cas-là, il pourrait arriver qu'un patient porte plainte contre le médecin à l'ordre professionnel. Dans le cas ici, ce qui nous intéresse, c'est le Collège des médecins. C'est, selon moi, la voie la plus intéressante d'un point de vue de changement des pratiques, de changement de culture professionnelle, d'imputabilité des médecins. Cependant, si je regarde l'état de la jurisprudence déontologique au Québec, je ne suis pas convaincue que le Conseil de discipline et plus globalement, en fait, le Collège des médecins a une pratique qui soit très vigilante par rapport à cette problématique-là. Je vais vous donner 2 exemples de décisions qui ont été rendues dans les dernières années qui impliquent des situations différentes, mais qui relèvent toutes 2 de violences obstétricales gynécologiques.
D'abord, en 2018, il y a Dr. Kliman qui a été reconnu coupable d'avoir tenu des propos abusifs à caractère sexuel durant une consultation pour un suivi de grossesse avec une patiente. Il a eu des paroles et posé des gestes qui avaient des allusions à l'acte sexuel pendant qu'il faisait l'examen gynécologique. Il a tenu des propos là, qui étaient en anglais, mais qui relevaient en fait de la beauté du corps de la patiente, du fait qu'elle avait un beau petit vagin. Et donc, bref, une série de commentaires qui étaient franchement inappropriés. Ça a été effectivement sanctionné. Par chance, le conseil de discipline a reconnu le médecin coupable et il a écopé d'une sanction de 2 ans de radiation temporaire. À noter que normalement, dans le cas de propos abusifs à caractère sexuel, la loi actuellement prévoit une peine de 5 ans de radiation temporaire, à moins que le professionnel réussisse à démontrer qu'il y avait des circonstances atténuantes qui justifient qu'il reçoive une peine moindre. Dans ce cas-ci, on a jugé que 2 ans, c'était suffisant. Et à la lecture des décisions sur la culpabilité et sur la sanction, il y a 2 choses qui sont frappantes. D'abord, il s'agissait de la 3e plainte qui était portée contre ce médecin-là pour des propos abusifs à caractère sexuel. Première plainte en 2003 relevait de propos qui avaient été tenus à l'égard d'une patiente lors d'un examen des seins non consenti et d'un examen vaginal. Alors, le médecin avait dit en faisant l'examen de la poitrine de la patiente que c'était chaud et puis avait dit durant l'examen gynécologique à plusieurs reprises « Ah, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Ça avait été considéré comme étant inapproprié, mais bon, on avait donné une petite tape sur les doigts par le syndic en disant « S'il vous plaît, arrêtez ». Ça n'avait pas été plus loin que ça. 2e plainte, c'était des propos qui avaient été tenus à une patiente tout de suite après son accouchement. Elle était en train d'avoir des points de suture après une déchirure pendant son accouchement. Et le médecin a considéré que c'était approprié de lui dire qu'il est en train de la coudre tellement bien qu'elle serait à nouveau vierge après que ces points de suture seraient faits. Il faut noter aussi que cette patiente-là était elle-même résidente en médecine, alors elle avait tout de suite porté plainte en disant que c'était absolument inacceptable. Et le syndic du Collège des médecins avait conclu qu'il s'agissait en fait d'un problème interpersonnel. Donc, ça n'avait pas été plus loin dans la poursuite. Il aurait donc fallu attendre la 3e plainte des années plus tard pour que finalement un recours soit entrepris devant le conseil de discipline et qu'il y ait une sanction. L'autre chose qui est frappante dans cette décision-là, c'est qu'on a considéré que le mentorat que le médecin avait décidé de suivre auprès d'un autre médecin était tout à son honneur et était un facteur atténuant. Or, quand on regarde comme il faut de quel mentorat il s'agit en fait d'un collègue obstétricien gynécologue qui le mentore, mais on ne sait pas quels sont les objectifs de ce mentorat-là. On ne sait pas non plus quelle est l'expertise particulière de ce médecin-là pour être capable de mentorer le docteur reconnu coupable dans ce contexte-là. Nulle part s'est fait mention qu'il a une formation particulière sur les relations médecin-patient, sur la communication. J'ai même fait l'exercice jusqu'à aller voir dans les publications PubMed de ce médecin-là en me disant peut-être que le conseil de discipline a simplement omis de le mentionner, mais qu'il a des publications dans ce domaine-là. J'ai rien trouvé. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui fait en sorte que ce médecin-là est particulièrement apte à mentorer. Et le mentor admet lui-même qu'il n'a aucune idée des faits qui ont été reprochés au médecin pour qu'il ait cherché du mentorat au départ. Bref, mentorat de quoi et pourquoi, on l'ignore, mais il est mentoré, donc facteur atténuant, on va lui donner une peine réduite. Ça pose quand même certaines questions dans cette optique-là. L'autre décision dont je veux vous parler, c'est une décision qui concerne cette fois-ci le consentement aux soins dans un contexte de chirurgie gynécologique pour une patiente qui était suivie en fertilité. Alors, la patiente est suivie en fertilité. C'est une patiente célibataire qui voudrait tomber enceinte à l'aide d'une insémination artificielle. Et dans son bilan de fertilité, on se rend compte qu'il semble y avoir une obstruction du côté gauche, donc un hydrosalpinx
je vous épargne les détails, là, mais bref, la trompe gauche serait obstruée par quelque chose. Et il est question d'aller faire une chirurgie exploratoire pour voir de quoi il s'agit, puis éventuellement retirer la trompe gauche et possiblement aussi l'ovaire gauche. Il n'est jamais question de la trompe droite ou de l'ovaire droit. Et la patiente signe le formulaire de consentement en précisant « on parle bien du côté gauche, oui, oui, madame ». Lors de la chirurgie, le médecin constate qu'il y a aussi un hydrosalpinx à droite et donc prend la décision sur le coup de retirer tout le côté droit également en se disant bien, la patiente pourra avoir une fécondation in vitro pour tomber enceinte. La patiente se réveille, là, on lui explique que, voyant qu'il y avait aussi un hydrosalpinx à droite, on a tout retiré, décide de porter plainte et la plainte va se rendre jusqu'au conseil de discipline du Collège des médecins qui, à la première audition, va acquitter le médecin en disant grosso modo que la situation est grise, qu'effectivement la patiente n'avait jamais consenti à ce qu'il y ait une chirurgie du côté droit, mais que le médecin a agi avec compétence et diligence parce que c'était un soin qui était en fait approprié et que d'un point de vue de fertilité, bien, ça permettrait à la patiente d'avoir un enfant quand même. Ce qui a prévalu donc, c'est l'opportunité thérapeutique du soin par-dessus l'autonomie et le consentement de la patiente. Par chance, le tribunal des professions, qui est l'organe d'appel de tous les conseils de discipline, donc le tribunal des professions chapeaute tous les conseils de discipline de tous les ordres professionnels, le tribunal des professions a renversé la décision en disant que le conseil de discipline s'est complètement trompé de question de droit. La question de droit n'était pas de savoir est-ce que le soin était requis, nécessaire, adéquat ou opportun. La question était de savoir est-ce que oui ou non la patiente avait consenti. Et non, la patiente n'avait pas consenti. Évidemment, on n'était pas dans un cas d'urgence non plus. Ce n'était pas une question de si j'enlève rien, elle va mourir. Et dans ce contexte-là, le tribunal des professions a dit non, le médecin est coupable. La question du consentement qui se posait ici n'a absolument pas été respectée et on a tranché donc en faveur de la patiente. Finalement, le médecin, dans ce cas-ci, a été sanctionné d'une radiation temporaire de 4 mois qui fait actuellement l'objet d'un appel au tribunal des professions. Donc, le médecin conteste cette radiation-là en disant qu'elle est trop longue. On n'a pas encore la suite de cette saga judiciaire. Donc, l'objectif de ce petit exposé était en fait de reconnaître, puis je pense que comme juriste, c'est important de voir aussi, la médecine, mais comme le droit, sont empreints de paternalisme et de biais et de stéréotypes de genre qui font en sorte que l'application du droit, même s'il se veut neutre et objectif, va avoir tendance à nier les violences obstétricales et gynécologiques de ce fait-là, tout comme la médecine le nie également. Il faudra voir au cours des années comment est-ce qu'on va être capable de surmonter cet obstacle-là. Au Québec, ça va être très intéressant de suivre le développement d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale, parce que là, ce tribunal-là va être à même d'être formé, les juges, les procureurs, tout le personnel qui va œuvrer au sein de ces tribunaux-là vont être formés spécifiquement sur les questions de biais de genre, de stéréotypes, de paternalisme, de patriarcat, bref. Comme il va y avoir une formation sur ces enjeux-là, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on pourrait transposer. L'autre chose qui va être intéressant d'explorer aussi, puis ça, on n'a malheureusement pas de données, mais j'espère être capable d'en recueillir, c'est le rôle des commissaires aux plaintes. Nos établissements de santé, chez nous, ont chacun un commissaire qui est chargé de recueillir les plaintes des patients. C'est très méconnu comme mécanisme, mais ça permet de passer par un processus qui se rapproche plus de la médiation. Alors, dans un but d'améliorer les pratiques et de changer les cultures professionnelles, je pense que les commissaires aux plaintes auraient des rôles très intéressants à jouer de ce côté-là. Et l'autre aspect qui m'intéresse aussi, c'est l'implication des partenaires. L'implication des partenaires, notamment sur la connaissance des droits des femmes. De plus en plus, on essaie d'impliquer les partenaires sur l'accouchement et le postpartum et l'implication avec le bébé, mais dans un but
de faire valoir les droits des femmes, la connaissance de ces droits-là par les partenaires qui peuvent soutenir et éventuellement prendre en charge une partie des plaintes pendant que la maman est en postpartum peut être aussi une avenue intéressante. Ok, merci beaucoup Audrey pour ton exposé très complet. C'est vrai que tu as complètement bien mis en évidence les problématiques liées à l'information, au consentement, les problématiques liées aux voies d'action. Et moi, je me demandais si, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines victimes qui n'ont pas forcément envie d'aller au pénal, qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas forcément aller au disciplinaire. Et je pense les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi parce que on n'a pas de voix, c'est ce que disait le procureur tout à l'heure, et tu évoquais un tribunal compétent. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un dispositif de signalement où juste pour les femmes, en fait, veulent dénoncer des faits, elles ne veulent pas forcément attaquer un médecin. Donc, je pense qu'il y a un dispositif auquel il faut réfléchir pour améliorer les choses. Et l'hypothèse aussi du tribunal que tu évoquais, je me demande si ça ne crée pas des inégalités territoriales aussi. Elles ne pourront pas tout en bénéficier, les femmes, ou de manière plus compliquée. Donc, il faudrait multiplier ces tribunaux un peu partout. Mais c'est une belle voie avec des experts. Non, je regarde. Je pense que là, tu nous as fait un inventaire très complet et je crois qu'on va mettre fin à cette… Non, pardon. Perrine, pardon, vous vouliez… Oui, pardon, je n'avais pas vu, j'ai fait trop vite, pardon. Allez-y, Perrine. Je voulais te remercier, Audrey, parce que vraiment, ça, c'est archi bien balisé toutes les difficultés. Et par contre, je voulais quand même remettre en avant que le ministère de la Santé québécois lance quelque chose quand même, un appel à projet, etc. Nous sommes à des années-lumière. Ni nos sociétés savantes, ni nos institutions santé, éducation, enseignement supérieur, etc., ne se saisissent non seulement pas des violences obstétricales, mais des violences tout court. Mais c'est quand même étonnant que personne n'ait rebondi sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Vous avez, pour nous, vous étiez tellement d'avance en 2018 quand ce rapport-là est sorti. On s'est dit, mais c'est fabuleux, on va être à des années de lumière d'eux parce qu'on n'avait rien du tout. Mais finalement, de ce que je comprends à vous écouter, en fait, c'est que c'est pas passé. Il n'y a rien du tout. Ouais, moi, c'était des questions. Je voulais vous demander, Perrine, avec votre expérience, est-ce que vous avez senti les choses évoluer? Mais vous venez de nous donner la réponse, malheureusement. Moi, je pense que c'est quand même très, très difficile. Il y a beaucoup de résistance parce qu'effectivement, c'est systémique, genré et sexiste. Et que de prononcer ces mots-là en France, c'est la preuve. On est hacké sur ce sujet, pas par hasard. La place des femmes, c'est la cuisine. Voilà. Le patriarcat, c'est un gros mot en France. Ça va être compliqué de continuer. Merci à vous deux. J'ai un seul regret dans cette manifestation, c'est d'avoir prévu qu'un entretien droit et santé et de ne pas avoir prévu une manifestation plus large sur ce beau sujet. Et je suis persuadée qu'on refera quelque chose là-dessus de manière plus complète parce que c'est frustrant de s'arrêter là.